Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Cédric de Saint-Jean, fondateur de Numadeo, pour parler personal branding et comment se différencier grâce à la vidéo surtout. Déjà, Cédric, comment tu vas? Ça va super. Et toi, comment tu vas? Très bien, tout va très bien de mon côté. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Carrément, carrément. Ben, ravi en tout cas de faire ce podcast avec toi, Alexis, pardon. Cédric de Saint-Jean, 25 ans, habitant actuellement à Tallinn en Estonie. Donc là où il fait froid, ça conserve mieux la peau apparemment. C'est pour ça que je suis là-bas. J'ai lancé l'agence Numadeo en 2021, donc où on est concentré uniquement sur la croissance du personal branding via la vidéo pour les entrepreneurs, donc Instagram, TikTok, YouTube. Aujourd'hui, avec une équipe d'à peu près une trentaine, quarantaine de personnes qui bossent autour de ce projet-là et ayant accompagné pratiquement tous les infopreneurs que les gens connaissent aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, on est passé un moment ou un autre derrière eux dans la créa de leurs vidéos où on a déjà au moins échangé avec eux pour travailler sur leur personal branding. Donc, trop cool de bosser sur le personal branding. Et du coup, c'est le sujet de ce podcast. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, on aura matière à discuter. Est-ce que tu as des noms justement de personnes que tu as pu accompagner, tu as des exemples pour qu'on visualise? Ouais, carrément. Alors, on a accompagné plus de 200 personnes ces 2 dernières années. Parmi les noms les plus connus de l'industrie, ben, on a travaillé avec Anthony Bourbon, Oussama Ammar, Yomi Denzel, Alec Henry, Hassan B. Qui est-ce que je peux citer d'autres encore? Max Piccinini, etc., etc. Si vous voulez avoir un peu plus en profondeur le type de client avec qui on bosse, je vous invite à regarder sur numadeo.fr. Où on met les case studies et un peu les visages avec qui on bosse. Mais voilà, ça part de tout type de niche dans l'infoprenariat, dans l'entrepreneuriat en ligne. Autant quand on parle de niche d'éducation canine ou de développement personnel ou de trading ou de business en général, e-commerce. Enfin, on a déjà travaillé avec tout type de niches plus folles les unes que les autres. Des fois, on a des sujets très, très compliqués. Exemple concret que je peux partager, c'est la sophrologie ou tout ce qui est un peu spiritualité, etc. C'est des sujets qui sont un peu compliqués. Mais on travaille dessus et on applique les codes qu'on sait appliquer pour générer une hypercroissance sur les différents réseaux sociaux avec tout type de profil, quoi. Génial, du coup on va parler de cette méthode. Si ça te va, c'est quoi justement pour toi la première étape avant de lancer, voilà, avant de faire des millions de vues, de se dire vas-y, il faut que j'aille à fond sur les réseaux. C'est quoi les premières étapes, les premières briques à mettre en place pour développer son personal branding? Ouais, carrément. Ben, là, je vais littéralement donner la sauce secrète qu'on utilise chez Numadeo pour faire péter tous nos clients. Donc, restez bien attentifs à ce que je vais partager parce que c'est littéralement le framework qu'on utilise. Nous, dans tous les cas, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on va déjà réaliser une grosse étude de marché, une étude sur la personne qu'on va accompagner. C'est-à-dire que on va déjà se poser énormément de questions par rapport à pourquoi la personne veut développer un personal branding. Est-ce que c'est parce que la personne a un ego surdimensionné et veut juste être hyper populaire? Est-ce que c'est pour aller faire de la conversion? Est-ce que c'est pour aller acquérir plus de talents pour sa boîte et donc recruter des meilleurs talents et être plus présent en ligne? Et des raisons comme ça, il y en a plusieurs. Et déjà, on va identifier, OK, pour quel objectif cette personne veut développer un personal branding. La majorité des personnes sont là pour générer plus de chiffre d'affaires, forcément, être plus visible et donc générer plus de chiffre d'affaires sur leur activité. Et ensuite, on va étudier, OK, tu veux faire plus de chiffre d'affaires, tu veux être positionné en ligne, qui es-tu, que fais-tu et à qui t'adresses-tu?
Donc, on va se poser les questions sur quelle est ton unicité, quelle est ta singularité, qu'est-ce qui te différencie des autres. Je prends toujours le même exemple pour que ça parle à tout le monde. Si on a un nouvel acteur qui vient chez nous, qui est dans l'immobilier, par exemple, eh bien, des infopreneurs, des personnes qui font du conseil en immobilier, il y en a des dizaines et des dizaines sur les réseaux sociaux. Eh bien, qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique? Qu'est-ce qui fait que ce que tu vas partager sur les réseaux sociaux va attirer une certaine audience et va faire que cette audience te préfère à d'autres créateurs de contenu? Quel levier on peut utiliser littéralement pour te donner de l'avantage par rapport à un marché concurrentiel, parce que notre objectif, nous, c'est de te propulser numéro un de ton industrie, quelle que soit l'industrie dans laquelle tu es. Et donc, il faut trouver sa niche. Tu vois, déjà, on fait un travail là-dessus. Si par exemple, je continue sur l'exemple de l'immobilier, on ne peut pas être dans un premier temps numéro un de l'immobilier, surtout si on commence de zéro. On va d'abord essayer de se positionner numéro un sur une sous-niche. Exemple, on va devenir l'influenceur ou l'infopreneur numéro un sur la location courte durée, ou sur l'achat-revente, ou sur d'autres sujets. Et donc, on va se concentrer sur des sous-niches pour déjà galvaniser une audience qui est intéressée par cette expertise-là et cette niche-là, et commencer à en fait appuyer son statut d'expert dans une sous-niche. Donc, une fois qu'on a identifié ça, on va aussi identifier, pour rebondir sur l'aspect unicité, ça se trouve, tu as un caractère et une personnalité qui est assez unique. Donc, on va pouvoir utiliser ça dans la vidéo pour te mettre en avant. Voilà, peut-être que tu as un tempérament à lâcher des punchlines ou à être assez direct dans ta communication. Donc, on va utiliser ça à ton avantage. Peut-être que tu es une personne qui a énormément d'expérience. Il a peut-être 45 ans, 50 ans. Ça fait 25 ans qu'il est sur le marché de l'immobilier. Donc, on va orienter sa communication autour de ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher à toucher des personnes de 20-25 ans. Très souvent, tu représentes l'avatar que tu vas toucher. Vraiment, dans la majorité des cas, la majorité des gens qui vont acheter chez toi via du personal branding, c'est des personnes qui te ressemblent. Donc, on va maximiser ça et on va essayer de rebondir là-dessus. Et donc, forcément, une personne qui a plus de 40 ans, entre 40 et 50 ans, qui veut créer une audience en ligne, va toucher des personnes de sa même tranche d'âge et va parler par effet de miroir, forcément, à cette audience-là beaucoup plus. Donc, on va capitaliser là-dessus. Pareil, au niveau de son tempérament, si c'est une personne qui est plutôt calme, on va avoir des vidéos qui sont plutôt posées, plutôt calmes. On va pas le forcer à être un Squeezie, à aller dans tous les sens, à bombarder, à mettre des effets partout. Non, ça va pas coller. Et donc ça, c'est un travail avec une cinquantaine, entre 50 et 60 questions qu'on va poser à la personne avec qui on va travailler pour avoir le plus de détails possible et adapter ensuite la structure de stratégie, la structure de contenu qu'on va pouvoir propulser ensuite via la vidéo et le personal branding. Je ne sais pas si déjà ce travail en amont correspond à la réponse à ta question. Ouais, totalement, ouais, c'est super clair. Donc, bien définir sa singularité. Déjà, la niche dans laquelle on veut aller, sur laquelle on veut appuyer et trouver la sous-niche pour vraiment devenir leader sur celle-ci, puis après peut-être upgrader. Et ça, mélanger ça avec sa singularité pour que dans son contenu, on retrouve l'identité de la personne. Tu disais calme, posé, voilà, peut-être un peu plus dynamique, colérique, et que ça fasse du coup un petit surplus dans la communication. Il y a quelque chose que tu m'as dit qui est intéressant, c'est tu disais que souvent les personnes qu'on va toucher sont des personnes qui nous ressemblent. Comment tu fais pour bien déterminer justement ces personnes que tu veux toucher? Imaginons que ça peut être des personnes qui n'ont pas du tout le même âge. Je prends mon exemple, par exemple, moi j'ai 25 ans. Aujourd'hui, je vais travailler essentiellement avec des dirigeants de cabinet qui ont peut-être une quarantaine d'années. Tu vois. Est-ce que du coup, la définition de ce persona est obligatoire? Comment tu vois justement la définition de ta cible par rapport à ta communication? Pour moi, c'est toujours quelque chose qui évolue. C'est jamais quelque chose qui est figé dans le temps. Parce que déjà, rien que dans les personal branding des personnes qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu regardes cette personne-là il y a 2 ans, elle a une communication qui est complètement différente qu'aujourd'hui. Et c'est toujours quelque chose qui est en évolution avec ton marché. Et encore plus si aujourd'hui on va bosser avec quelqu'un qui n'a pas du tout de réseaux sociaux, qui commence sur les réseaux sociaux. En fait, le principe d'A/B testing que tu as par exemple en publicité, c'est exactement la même chose en personal branding. C'est-à-dire qu'on va aller A/B tester certains types de contenus et du coup certains types d'audience par rapport à tes objectifs. Par contre, c'est toujours le marché qui va avoir raison. Si demain, ton audience, on se rend compte que c'est uniquement des jeunes
de 18 à 25 ans, et que ces jeunes sont du prospect qualifié pour tes offres et que ça convertit, ben ok, pourquoi ne pas maximiser notre communication là-dessus? Et même si toi, tu es un mec de 40 ans, mais qui attire ces jeunes-là, eh ben, on va maximiser là-dessus, on va adapter notre communication par rapport à ça. Et ça, c'est un allongement de la stratégie et de cette étude qui est faite au début, parce que en fait, la création des concepts et des contenus qu'on va réaliser va découler de cette étude-là. Donc forcément, nous, au début, quand on commence de zéro et qu'on va A/B test, on va A/B test des contenus qui vont plus parler à des anciens, on va A/B test des contenus qui vont plus parler à des jeunes, des contenus un peu plus dynamiques, des contenus un peu plus posés, trendy, etc. Et en fonction de l'analyse qu'on va avoir après 60 jours, 90 jours, derrière, on va adapter et maximiser sur ce qui fonctionne vraiment. Parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui va fonctionner sur un personal branding, surtout quand on commence de zéro. Donc, c'est ça que je pourrais te partager. Et nous, on l'applique tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a des points mensuels avec les clients pour être certain de ce qu'on fait. Et surtout, accélérer, mettre la nitro sur la direction qui fonctionne le mieux. Donc, ce que je comprends, tu as effectivement une démarche assez scientifique, on va dire un peu du personal branding en testant. Tu, Ouais. tu crées du contenu que tu vas montrer au marché. Tu vas avoir le retour marché qui va te donner un peu des indicateurs. Et en fonction de ces indicateurs, tu vas dire, bah voilà, c'est peut-être tel persona, c'est tel type de contenu qui va marcher, etc. Quels sont les indicateurs peut-être que tu vas regarder qui vont être importants pour toi pour bien définir le personal branding, l'affiner, le contenu, la cible? Au niveau des indicateurs, ben, on va principalement regarder la data sur les différents réseaux sociaux. Ben, tu vois, ça fait 30 jours qu'on publie sur Instagram, TikTok, YouTube. Les plateformes vont nous donner de la data. Et ça, c'est hyper cool aujourd'hui, c'est que on peut limite tout traquer sur ces plateformes-là. Et on va avoir de la data sur les centres d'intérêt de nos viewers. On va avoir de la data sur le sexe de nos viewers, sur l'âge de nos viewers, sur la position géographique de nos viewers, etc., etc. Donc ça va nous permettre d'affiner encore une fois le positionnement qu'on veut avoir pour notre client. Et ensuite, suite à ça, ce qui est intéressant aussi sur les différentes plateformes, c'est qu'il y en a certaines qui proposent aussi le type de contenu que les utilisateurs qui te regardent. Donc en gros, on peut voir par exemple sur un influenceur, je sais pas, Make Money business en ligne, euh, on va avoir la data de, OK, les viewers qui regardent ton contenu regardent aussi ces chaînes-là. Et donc, on peut voir quels sont les centres d'intérêt et quelles habitudes de consommation, par exemple sur YouTube, les viewers vont avoir. Et donc, ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux te dire, OK, ça veut dire que mon persona, il est aussi hyper intéressé par ce mec-là dans l'immobilier. Et donc, du coup, tu vas regarder ce que tes, entre guillemets, concurrents de contenu sur les plateformes font pour te dire, OK, voilà les concepts qui fonctionnent pour l'audience qui regarde mon contenu actuellement. Et voilà sur quoi je vais devoir me diriger, adapter dans ma façon de tourner mes contenus, dans ma façon de monter mes contenus, dans les concepts que je peux réaliser pour plaire justement à cette audience qui me regarde déjà et maximiser ça. Donc, on va vraiment aller regarder scientifiquement, comme tu l'as dit, ces datas-là sur les différents dashboards, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et suite à ça, ben, concrètement, aussi regarder ce qui convertit. Parce que derrière, tu vas avoir des personnes qui vont acheter tes produits. Et si ça se trouve, les gens qui achètent tes produits sont pas du tout les mêmes qui regardent tes contenus. Donc, tu peux directement dans ta base client après questionner ces personnes-là par rapport au contenu. Tu peux leur poser des questions, soit ça dépend toujours l'offre et le service que tu proposes, si c'est du mass market ou du plus petit où tu as peu d'interlocuteurs. Donc, soit tu leur shootes un email, soit tu les appelles et tu leur demandes concrètement dans des appels clients et tu leur demandes pourquoi justement ils se sont intéressés à toi, quel type de contenu leur a fait qu'ils ont upsell et qu'ils ont converti chez toi. Et donc après, ça te donne encore une fois de la data pour te dire, OK, ben, ce type de contenu va peut-être faire moins de vues, mais va beaucoup plus convertir parce qu'il est beaucoup plus adapté à la cible que je veux toucher. Et ça, on l'a très souvent chez Numadeo, c'est qu'on va mixer du contenu hyper mass market pour aller drainer de la masse avec du contenu pour du market qui est beaucoup plus spécialisé scientifiquement sur ce qui convertit, mais qui va faire moins de vues. Par contre, ça va beaucoup plus éduquer l'audience qui te regarde à OK, ben achète chez moi, mon produit c'est le meilleur par rapport à tous mes concurrents. Donc on mixe un peu ces deux-là et encore une fois, c'est le temps et la data qui fait que tu peux prendre des décisions.
le personal branding, c'est un marathon un quadruple marathon même. C'est hyper long de développer un personal branding et ça se saurait si on pouvait devenir numéro 1 de son industrie, influenceur en 30 jours. Il y a des success stories qui arrivent de temps en temps comme ça, mais souvent ces personnes-là font un gros up et après ça baisse petit à petit et il y a de moins en moins de traction autour de ces personnes-là. Mais ouais, c'est quelque chose qui est sur le long terme et on en parlait justement avec mon équipe. On a fait un podcast où on parlait de ça parce que souvent les clients sont frustrés au bout de 30 jours, 60 jours de ne pas être 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Mais je veux dire, il y a quelques dizaines d'influenceurs aujourd'hui dans le business en ligne qui ont plus de 100 000 abonnés. C'est quelque chose hyper sélectif et pour fédérer une communauté, fédérer un engagement autour de personnes, ça prend du temps. C'est quelque chose qui est hyper long. Et en fait, c'est là où tu vois la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui continuent à charbonner pour continuer à créer leur personal branding et à être impactant sur le marché. C'est juste le fait d'être constant dans la création de contenu et de ne pas faire un mois, ensuite pendant 3 mois on ne fait plus rien, ensuite un mois de nouveau. Non, il faut avoir une certaine constance toutes les semaines pour habituer l'audience à ton visage et à ce que tu peux proposer et les faire adhérer à ton discours petit à petit et continuer à fédérer une communauté. Et pour rebondir sur ta question de base, c'est que les datas, nous, qu'on regarde principalement, si on devait juste se concentrer sur 3 datas, ça va être le taux d'impression par rapport à M-1. Donc, devant combien de personnes mon contenu va être diffusé, le nombre de vues par rapport à M-1 et le nombre d'abonnés par rapport à M-1. Et là, en analysant ces 3 datas-là, on sait si on a fait quelque chose de bien ou de pas bien pendant le mois pour la croissance du compte client, quoi. Du compte client, très bien. Tu disais justement en termes de temporalité, c'est un quadruple marathon. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qui dure énormément dans le temps et ça demande du temps. Selon toi, en moyenne, je dirais, tu vas me dire ça dépend effectivement, mais est-ce que tu vois une intensité minimale qu'il faut mettre pour avoir, tu vois, des résultats pertinents ou significatifs? Tu vois, selon toi, un personal branding, à minimum, est-ce qu'il faut le taffer sur 6 mois, sur 1 an, 5 ans? Ça va, comme tu l'as dit, dépendre des personnes. Il y a des personnes, ça va péter du jour au lendemain et en fait, on est aussi dépendant de l'algorithme et de l'aléatoire de l'algorithme. On peut pas maîtriser tous les leviers pour être certain que tu vas péter, que tu vas faire des vues. Il y a toujours une approche de la création du contenu pour cocher, nous on appelle ça comme ça, des green flags. C'est-à-dire que nous, quand on travaille avec nos clients, on va cocher tous les green flags pour faire en sorte que le potentiel de viralité il soit OK. Tu vois. Par contre, cette viralité, on va toujours être dépendant du marché et des algorithmes qui va faire que ta vidéo va être push ou pas. Nous, on peut faire le maximum. Il y en a, ça va péter en 15 jours. D'autres, ça va mettre 3 mois. D'autres, ça va être 10 mois. Et c'est toujours adapter le contenu par rapport à ça. Maintenant, pour te donner de la réponse par rapport à de la temporalité, pour moi, sur du contenu vertical, donc type TikTok, Reels, etc., il faut au moins avoir une cadence de 15 contenus par mois, donc un tous les 2 jours, parce que c'est du contenu qui est éphémère et il faut de la masse pour aller taper du monde et surtout que la qualité de l'audience va être beaucoup plus basse que sur du horizontal sur YouTube parce que en fait une personne lambda va je sais pas combien mais va voir 1000 TikTok par jour parce que elle va être comme ça et donc au niveau du volume de vidéos qu'elle va voir chaque jour forcément elle va retenir beaucoup moins d'influenceurs que sur YouTube ou du format long horizontal c'est du contenu où tu vas regarder peut-être 3-4 vidéos par jour maximum. Et encore, ça dépend des personnes, mais une audience normale qui consomme du contenu sur YouTube, je pense qu'elle regarde peut-être 3 vidéos par jour maximum en horizontal. Et donc, ces 3 vidéos, elles vont être sélectionnées drastiquement par rapport à son algorithme YouTube et à ses intérêts. Et donc, si elle clique sur ta vidéo et qu'elle regarde ta vidéo en entier, elle va être beaucoup plus à même à s'abonner et à s'intéresser à ton contenu que à de la vidéo verticale où elle va juste regarder, elle va se marrer, ou elle va aimer, ou je sais pas, et elle va swiper. Donc le cycle de consommation est complètement différent. Donc
pour du vertical, pour moi, c'est minimum 15 par mois. Pour de l'horizontal, si on arrive à tenir un rythme de 1 par semaine, c'est déjà pas mal parce que ça veut dire ça fait 52 vidéos par an. Et c'est un volume qui est très élevé si on veut rester sur de la qualité en termes de contenu sur YouTube. Nous, on peut tenir une cadence de 3 vidéos par semaine avec nos clients, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'après, il faut avoir des trucs à dire et il ne faut pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Il faut rester qualitatif dans sa création de contenu. Donc, on essaye d'adapter en fonction de ça. Et après, au niveau en combien de temps tu peux avoir du résultat. Moi, on le fait avec nos clients et ça varie tout le temps avec nos clients, mais j'ai voulu faire le test aussi sur mon propre personal branding, où pendant 30 jours, en vidéo verticale, j'ai fait une vidéo par jour. Eh bien, la première vidéo que j'ai postée en verticale, sur YouTube, elle a fait plus d'1,5 million. Sur TikTok, elle a fait presque 1 million. Et sur Insta, elle a fait 150 000, je crois. Et donc, en fait, vous êtes à une vidéo de toucher des millions de personnes. Et si juste vous aviez fait l'effort de faire ces vidéos tous les mois, ben, vous auriez des opportunités business et même du relationnel, une présence en ligne et des relations business en général qui sont tellement décuplées grâce au personal branding. C'est pas uniquement ROI, tu te crées une communauté et tu as beaucoup plus de légitimité derrière aussi pour aller communiquer avec d'autres entrepreneurs, faire des partenariats avec d'autres entrepreneurs, etc., etc. Donc voilà, c'est le bilan de cette réflexion, c'est vous êtes à une vidéo de tout péter, quoi. Donc, Littéralement. faut se lancer, faut créer du contenu. Donc, parlons création de Exactement. contenu. Justement, toi, ta spécificité, c'est la vidéo. C'est Ouais. comme ça que j'ai l'impression que tu fonctionnes et j'ai l'impression que c'est aussi comme ça qu'on arrive à véhiculer de l'émotion au maximum et vraiment montrer son identité, sa singularité. Comment optimiser son temps sur la création de contenu? Ça prend du temps, notamment les vidéos. Comment faire tout simplement pour aller plus vite et pour pas se dire, pour enlever en fait cette objection de je peux pas le faire parce que j'ai pas le temps. Mhm. Ouais, carrément. Bah, on l'a tout le temps, cette objection-là. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a soit le cas de figure où vous faites tout vous-même parce que vous n'avez pas encore les finances ou le budget pour déléguer ça. Et il y a le cas de figure où vous pouvez déléguer. Je vais parler, celui-là, je pense que de la majorité des personnes qui est si vous voulez le faire par vous-même dans un premier temps, juste pour tester, évidemment, aussi. Nous, on fonctionne par tranche de travail, par section de travail, c'est-à-dire que, par exemple, on va dire une demi-journée par mois, je vais aller préparer tous mes contenus. C'est-à-dire que une demi-journée par mois, je vais aller analyser le marché, je vais aller lister des concepts, des listes de vidéos que je vais pouvoir réaliser, je vais aller utiliser un peu de chat GPT pour me donner des insights, et je vais mélanger tout ça avec des articles de blog, avec des tendances marché, etc., pour me faire une liste de 15, 20, 30 vidéos. Une fois que j'ai cette liste-là, le deuxième bloc de 4 heures que j'utilise, c'est pour rédiger les contenus. Donc, j'ai ma liste de contenus dans le premier bloc. Deuxième bloc, je vais rédiger mes contenus. Alors là, il y a différentes façons. Soit vous rédigez mot par mot les contenus et du coup, ça prend énormément de temps. Soit vous faites des bullet points et je trouve que c'est la méthode la plus efficace parce que vous gardez votre authenticité quand vous parlez devant la caméra. Vous n'êtes pas juste à lire un script et du coup, ça dénature grandement la personnalité. Vous avez vos bullet points avec les points importants que vous voulez aborder. Et du coup, vous travaillez ça pendant 4 heures. Moi, en tout cas, c'est le temps que j'ai estimé qui fonctionne pour moi pour créer une vidéo tous les 2 jours à peu près en vertical. Pour du YouTube horizontal, c'est un peu plus long, je pense. Si vous voulez être 80-20, concentrez-vous sur du vertical dans un premier temps. Et si vous voyez que vous avez des résultats et que vous voulez continuer, enclenchez ensuite YouTube. Donc vertical pour avoir le maximum de résultats. Donc vous avez vos contenus qui sont rédigés. Ensuite, vous planifiez un bloc pour moi, 2 heures, ça suffit pour tourner tous ces contenus-là. Si on est entre 15 et 30 contenus, 2 heures, ça suffit pour moi si vous avez bien tout qui est organisé. Et ensuite, un bloc de pareil 4 heures pour monter tous les contenus. Alors soit vous le déléguez à un monteur, soit vous utilisez des applications d'intelligence artificielle pour le faire pour vous. Moi, j'aime beaucoup SendShort, sendshort.ai. Big up à Vincent qui a développé l'application, que j'aime beaucoup, et qu'on utilise nous aussi de temps en temps dans l'agence. Donc, utilisez une application comme ça pour créer vos contenus et
pour les monter et ensuite les diffuser. Donc là, vous utilisez un outil de planification ensuite, par exemple Metricool, où en littéralement 1 heure, vous pouvez uploader toutes vos vidéos, rédiger vos captions et planifier sur TikTok, Instagram, YouTube, toutes les réseaux sociaux en fait qui proposent de la vidéo verticale. Comme ça, vous maximisez vos chances d'hypercroissance et vous bénéficiez de 4 algorithmes en même temps. Donc 4 fois plus de chances de faire du résultat et de créer une communauté. Donc c'est hyper efficace. Maintenant, pour rentrer plus dans le concret par rapport peut-être au shooting vidéo où c'est souvent la peur des gens, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour faire des super vidéos. Vous avez besoin d'un téléphone de dernière génération, de moins de 2 ans ou 3 ans. Moi, en général, je conseille vraiment iPhone parce qu'au niveau de la qualité des vidéos, c'est beaucoup mieux que ses homologues. Vous avez besoin d'une lampe, une ring light sur Amazon, ça coûte 30 € pour vous éclairer. Ce qui va faire la qualité de la vidéo, c'est principalement la lumière. Donc, vous mettez votre caméra en face de vous, vous avez votre lampe sur le côté. Vous essayez de vous faire un fond pas trop dégueulasse, pas comme moi là où c'est un peu le bordel, mais un fond pas trop dégueulasse avec de la déco, des choses comme ça qui sont sympas. De toute façon, c'est en vertical, donc on verra pas grand chose. Et ensuite, vous avez votre écran à côté avec la liste de vos contenus. Vous faites un contenu par un contenu, vous lancez votre vidéo et vous les tournez tout simplement. Et après, si vous voulez upgrader le setup, ça part sur un micro, ça part sur une caméra de plus haute gamme, etc., etc. Donc voilà comment je fonctionnerais moi si je voulais lancer un personal branding rapidement et efficacement. Il y a une autre méthode à laquelle je pense qui est vraiment sympa pour créer du contenu en masse, mais qui pour moi peut réduire un peu les résultats. Mais par contre, c'est beaucoup plus ROI en termes de temps. C'est le format podcast, c'est-à-dire simplement vous allez dans un studio, ça vous coûte 200 €, 300 € la session de 2 heures. Vous faites un podcast interview avec quelqu'un qui vous pose peut-être les questions que vous avez préparées. Et du coup, ça vous fait un rush de 3 heures ou de 2 heures sur lequel vous pouvez tirer des formats verticaux. Mais je trouve que c'est beaucoup plus laisser l'aléatoire prédire de oui ou non est-ce que tu vas buzzer parce que c'est pas préparé, c'est un peu à la va-vite, et c'est aussi pas très qualitatif, je trouve, les viewers qui sont issus de ce type de contenu. Parce que du podcast aujourd'hui, il y en a énormément. Et donc, les gens vont directement être dans ce syndrome Oussama Hamar un peu, où il y a 6-8 mois, il y a eu le bad buzz un peu Oussama Hamar. Et donc, derrière, ça peut un peu nuire à la qualité des leads et au résultat derrière. Donc voilà, j'étais un peu long. Je sais pas si ça répond aux questions, si on est assez concret. Yes, non, c'est très clair et je vois très bien. Effectivement, en plus, ça se voit quand tu retires même des vidéos, tu vois, de podcast. VS, tu vois, des vidéos où t'es face cam, où t'expliques un truc en mode expertise, t'es concret, t'es actionnable. Je trouve que t'as raison, tu vois, t'as beaucoup plus d'impact et les personnes qui visionnent ce genre de contenu ont envie de revenir pour avoir ce même type de conseils et avoir du contenu assez similaire. Donc non, en soi, Carrément. c'est super clair. Je trouve ça trop bien aussi ce que tu dis, tu as de batcher, de se dire je le fais une fois dans le mois, parce que souvent en fait ça va être la régularité, se dire mais attends, je vais devoir faire ça toutes les semaines, c'est compliqué, tu vois, organiser des tournages. En fait, tu perds beaucoup de temps dans l'organisation du tournage, donc autant le faire d'un coup et d'une traite avec tous tes contenus. Exactement. Donc, Nous, très clair. dis-toi, Ouais, en une journée de tournage avec un client, en général, on fait 3 mois de contenu. Donc, ouais, c'est magnifique. Ouais. et en fait, les clients sont tranquilles après. Pendant 3 mois, ça déroule, ça tourne. Il n'a pas du tout à se soucier, il a juste à regarder les résultats. Et derrière, pour la journée de tournage suivante, on adapte en fonction des résultats, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça, moi, je conseille toujours batcher effectivement les contenus. C'est beaucoup plus efficace. Et quelle est un peu toi ta vision par rapport justement au contenu vidéo, notamment je pense ça a pété sur YouTube, TikTok, Insta évidemment. Sur LinkedIn, on le voit un petit peu moins, c'est moins fréquent. Pourtant, il y a quand même des gens qui en font. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses que c'est le bon moment déjà de se positionner sur des formats vidéo sur LinkedIn? Est-ce qu'il faut peut-être mieux privilégier les autres plateformes qu'on a citées juste avant?
Alors pour moi, ça coûte rien de forcément rajouter un réseau social pour publier. Donc si déjà vous faites le taf sur, les autres réseaux et que vous faites rien sur LinkedIn, ben, autant, maximiser, les contenus que vous avez créés et du coup les diffuser aussi sur LinkedIn. Maintenant, je suis pas à jour sur, comment va évoluer la plateforme du côté vidéo parce que sur LinkedIn, on n'a pas de section dédiée pour les vidéos, comme on a sur TikTok ou sur Instagram où on a une section pour swiper. Donc déjà ça, pour moi, c'est, un frein au développement du contenu vidéo. Même Twitter, il y a quelques mois, a ouvert, son module avec le swipe, de la vidéo. Donc, où Twitter était assez ressemblant à LinkedIn vu qu'on était sur du contenu texte. Donc pour moi, ça doit être, un ensemble au niveau de la strat LinkedIn, c'est-à-dire avoir une strat de copywriting et de photos, adéquate pour aller faire de la croissance. Mais tu peux également rajouter de temps en temps des petites vidéos que tu as fait en format vertical, peut-être même juste, publier les vidéos qui ont fait plus de performance, M+1, donc le mois d'après, sur LinkedIn, les publier, derrière par rapport aux résultats que vous avez eu sur les autres réseaux. Ça peut être intéressant et de coupler ça pour moi par contre c'est essentiel parce que LinkedIn c'est le réseau qui est fait pour ça, à une strate, de copywriting, qui est, adaptée à la plateforme et d'ailleurs on va ouvrir, très prochainement, ce service-là aussi pour, devenir une agence non plus, vidéo, mais une agence personal branding au 360, pour pouvoir avoir toutes les cordes à notre arc, sur le développement d'un personal branding en fait. Et donc j'aurai sûrement plus de data d'ici quelques mois, par rapport à ça, vu qu'on va ouvrir ce service-là. Mais ouais, voilà un peu mon avis par rapport à ça. Autant utiliser le contenu que vous avez déjà fait, quoi. Ouais, clairement, ça coûte rien juste de le mettre sur la plateforme et au moins de voir ce que ça donne. Tu Tu parlais publies tout à beaucoup l'heure, maintenant sur LinkedIn? je publiais un peu sur LinkedIn, tu vois, là, je suis à un gros moment, en plus, c'est intéressant parce que je suis à un moment où je me suis un peu perdu dans mon contenu. J'ai fait du contenu pour faire du contenu et j'ai un peu, tu as fait du contenu très expertise, mais j'ai un peu perdu ma singularité, les messages que je voulais dire, le discours que je voulais faire passer, tu vois. Mmh. Donc là, j'ai fait une petite pause, tu vois, de 1 à 2 mois et donc tu me diras, c'est pas bien. Mais du coup, j'ai fait ce petit step back pour bien me reposer. Tu vois, là, je me fais accompagner aussi par un coach en parallèle pour repositionner vraiment mon discours, tu vois, aller rechercher cette singularité, rechercher moi les messages que je veux faire passer, pour après rebombarder sur du contenu. On va faire du contenu vidéo justement, Ah génial. avec en mode expertise. On va faire du contenu aussi très carrousel, copywriting en mode expertise, mais en même temps, j'ai envie de coupler ça avec du personal brand, tu as des messages un peu forts qui Mmh me mh. sont propres. Donc step back pour aller beaucoup plus fort avec de la qualité de ouf. Donc ouais, on publie un peu et là ça va y aller pleine Et balle et tu bientôt. vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ce step back et cette réflexion, tu l'as eu parce que tu as justement créé du contenu et tu t'es rendu compte que, tu avais du feedback, par rapport, à la data et tu as pas attendu que, ce soit parfait pour commencer à publier parce qu'il y aura jamais de moment parfait. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de même si, vous doutez, à commencer à faire du contenu juste pour avoir du feedback, de la data sur le marché et ça va directement éclaircir votre vision par rapport à ce que vous voulez ou vous ne voulez pas créer comme contenu. Donc tu es l'exemple parfait, c'est génial. Mmh. Et aussi ça permet aussi de se mettre en situation, se mettre en action. Si souvent tu vois, on va idéaliser quelque chose, on va dire mais si je crée du contenu, ça va me faire ça, ça, ça. On a beaucoup de croyances, soit qui peuvent être positives, soit qui peuvent être limitantes. Mais en vrai, pour avoir vraiment des convictions fortes, selon moi, eh bien, effectivement, il faut passer à l'action, il faut tester. Et même avec le retour marché, donc tu vas avoir un retour marché, tu vas pouvoir peaufiner. Mais même toi, par rapport avec ce que tu veux véhiculer, c'est en le faisant que tu t'arriveras à bien affiner. Tu parlais d'un truc qui était intéressant tout à l'heure, les green flags. J'avais jamais Mmh. entendu green flag, que red flag à chaque fois, mais les green flags justement pour créer un contenu qui pète. C'est quoi un peu selon toi justement les bonnes pratiques que tu as vues même dans ton expérience, tu vois, des contenus où tu t'es dit, waouh, lui, il a répondu, tu vois, un peu ce framework ou il a eu des patterns, tu vois, assez similaires à d'autres contenus. Ce serait quoi, selon toi, les bonnes pratiques? Pour moi déjà la 1re pratique, qu'il faut absolument, intégrer et sur laquelle il faut réfléchir à chaque fois, ça va être ton hook. On en parle souvent, c'est-à-dire les 5 premières secondes de ta vidéo. Il faut que, ce soit un stop scroller. Il faut que directement, la personne dans les 5 premières secondes, ait envie de continuer à regarder ta vidéo parce que comme je l'ai dit avant, elle a, juste un mini mouvement à faire avec son doigt pour, passer à la vidéo suivante.
Donc, il faut absolument que ton hook il soit assez impactant pour la faire s'arrêter. Et pour travailler ton hook, il y a plein de méthodes différentes. Mais ça doit être déjà, ça peut être de différentes manières. Ça peut être de ce que tu dis. Donc, directement dans ton script, avoir un hook impactant pour stopper les gens, c'est-à-dire avoir peut-être une première phrase choquante. Ça peut être autour de l'audience, c'est-à-dire que tu vas directement identifier l'audience. Ça peut être autour d'une problématique, c'est-à-dire si toi aussi tu testes 30 régimes, tu as testé 20 régimes dans ta vie, mais tu n'as jamais perdu du poids. Là, j'essaie d'inventer de trucs, mais voilà, quelque chose qui est directement lié à la problématique de ton audience cible. Ensuite, ça peut être par la créativité, c'est-à-dire au niveau de ton tournage vidéo, ça peut être par exemple, tu es au fond de la pièce, tu cours et tu as un accéléré et du coup, tu as un effet waouh direct, ce qui fait la personne s'arrêter. Ça peut être au niveau de ton montage où directement, dès le début, tu as un effet ou un truc hyper stylé qui fait que tu as cette plus-value par rapport aux autres contenus qui fait que les gens s'arrêtent. Ça peut être sur une anecdote hyper farfelue où tu vas l'expliquer. Voilà, faut penser à, ok, si moi j'étais justement dans ce framework de viewer, qu'est-ce qui me ferait rester pour regarder ma vidéo? Et je pense 80% de ton taf sur l'écriture et la conceptualisation d'une vidéo doit être focus sur ton hook pour être certain que ce que tu vas faire va parler aux gens. Donc voilà, après, ces exemples, il y en a plein de hooks. C'est juste en consommant du contenu et en regardant votre concurrence que vous allez pouvoir trouver des inspirations et essayer de les faire à votre sauce pour derrière maximiser les résultats parce que c'est vraiment que ça qui fait qu'une vidéo part virale ou pas. Après, bien sûr, il faut dire des trucs qui sont censés être intéressants dans la vidéo en elle-même, mais c'est principalement grâce à ton hook que surtout ta vidéo va être propulsée au plus grand nombre et c'est ce qui va faire que tu vas enclencher cette boule de neige de viralité. Donc ça, c'est un green flag. Ensuite, la qualité du son et de l'audio et de la vidéo, forcément. Si tu filmes avec un Alcatel pixelisé, avec de l'écho, etc., ça va pas plaire et les gens vont pas regarder. Après, pour moi, l'optimisation au niveau du 20% à optimiser, ça va être par exemple ton SEO, donc SMO plutôt sur les réseaux sociaux, où voilà, il faut que tu aies beaucoup de mots-clés autour de ton expertise. Si on reste dans l'immobilier, il faut qu'il y ait des mots-clés autour de l'immobilier pour que l'algorithme comprenne que ta vidéo est à propos de ce sujet-là et donc propulse ta vidéo à une audience qui est intéressée par ce sujet-là. Donc ça, c'est important aussi au niveau des mots-clés dans ta description, au niveau quelques petits hashtags, mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est vraiment les 20 derniers pourcents à optimiser. Pour moi, le plus important, c'est le hook, le contenu de ta vidéo et la qualité de ta vidéo qui va faire la différence, quoi. Trop cool. Bah, merci Cédric pour l'épisode. C'était ultra complet. Ah Franchement, t'as déjà? donné, Ah ouais, 37 minutes. ouais, t'as donné Ça va vite. ouais, exactement, format court et actionnable. Je te laisse évidemment la parole pour des derniers conseils d'amis. Moi, j'aime bien poser cette petite question. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Conseil sur le personal brand, la vidéo, ce que tu veux, l'entrepreneuriat. Moi, ce que j'aime partager, une notion que j'implémente tout le temps, c'est plus général cette fois, mais c'est que le business, c'est dur. Le business, c'est difficile. Donc, je suis plus dans cette mentalité de hustle et pas du tout dans la mentalité de la semaine des 4 heures. Et c'est pour ça que je suis plus de la team. L'action amène la stratégie et pas l'inverse. Donc, il faut charbonner dans un premier temps et créer et essayer et propulser. Si on parle de création de contenu, créer du contenu. Et ensuite, on verra ce que ça donne et on ajuste en fonction de ça. Mais ça va demander du temps, du sacrifice, du travail. Et on peut pas devenir un influenceur ou un entrepreneur successful ou un manager successful juste en faisant le minimum et en attendant que ça se passe. Donc oui, c'est de l'investissement, c'est du temps de faire de la création de contenu. Par contre, quand on est constant et qu'on fait ça bien et qu'on kiffe faire ça, derrière le retour de la médaille, le ROI, il est juste incroyable et ça peut littéralement changer la vie d'un business et même juste changer la vie des personnes parce que moi j'ai des exemples, énormément d'exemples de personnes qui créent du contenu qu'on accompagne, qui aujourd'hui grâce à ça ont pu rencontrer d'autres personnes
qui leur ont permis de faire des déclics qui sont énormes, qui leur ont permis de changer de vocation, qui leur ont permis de se découvrir en tant que personne et de finalement faire ce qui leur plaît, parce que justement, ils ont réussi à juste être visible auprès d'un grand nombre de personnes, avoir des échanges avec plein de personnes et donc créer des réflexions autour de tout ça. Et tout ça, c'est uniquement parce qu'ils sont passés à l'action, ils ont osé créer du contenu. Et on n'est plus du tout dans cette période où c'est ridicule de faire de la vidéo ou du contenu. C'est très banalisé, c'est très standardisé. Donc, il n'y a plus qu'à. Vous êtes à une vidéo de faire le million de vues, quoi. Si je peux dire ça. Et une vidéo, parfait. Faut publier la première vidéo si vous en avez pas faite. En tout cas, merci à toi, Cédric. C'était trop cool. Je te dis à très vite et prends soin de toi. Merci beaucoup, Alexis, pour l'invitation. Et j'ai hâte de voir toutes les personnes qui vont faire du contenu là. Je vais avoir Bah ouais, des clairement. Instagram qui vont être bombardés de vidéos là. N'hésitez pas à contacter Cédric et tout pour le remercier pour tous les tips, pour toutes les bonnes pratiques. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez vraiment pas. Et hâte de voir tous ces beaux contenus qui vont arriver. Trop bien. Trop bien. Salut à toi. À très vite. À plus. Ciao, ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.